Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la première vidéo d'un grand nombre de vidéos sur les tests d'hypothèses en probabilité, en statistique. Donc je vais créer une playlist, bien sûr, qui s'intitulera Test d'hypothèses. Et donc c'est la première vidéo. Alors je le dis, ce ne sera pas une playlist cours théorie. Il y a suffisamment sur YouTube d'enseignants qui ont fait d'excellentes vidéos de cours pour que si vous ne comprenez pas votre cours, vous alliez bien sûr voir ces vidéos. Vous tapez test d'hypothèse, vous allez voir, vous pouvez passer une semaine entière enfermé chez vous à regarder toutes les vidéos qu'il y a sur les tests d'hypothèse. En tout cas de manière théorique. Donc ici, c'est une chaîne d'exercices corrigés, de correction d'exercices. On est là pour s'entraîner, on est là pour pratiquer, on est là pour comprendre tous les cas particuliers, tout ce à quoi il faut faire attention dans la pratique des tests d'hypothèse. Donc c'est la première vidéo. Je tiens à préciser quelques petites choses avant de corriger l'exercice que vous trouverez en description juste en dessous de la vidéo. Ce sera un test sur la moyenne et un test sur la variance. Je tiens à vous dire que les enseignants n'utilisent pas forcément tous les mêmes notations. Voilà. Donc là, ce seront mes notations, mais en général, ça recouvre une majorité quand même d'enseignants. On a à peu près tous les mêmes notations, mais il peut y avoir quelques petites différences. Okay, donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est sur le nombre d'étapes. En fait, les tests d'hypothèse, ce sont des procédures mathématiques, des procédures statistiques, en fait, qui sont toujours identiques, quoi. C'est-à-dire, on raisonne en étapes. D'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ensuite on conclut le test d'hypothèse. Mais parfois, il y a des enseignants qui sautent des étapes, d'autres en rajoutent. Moi, je sais que j'avais un enseignant, on était obligé d'absolument d'écrire ce qu'on appelle la règle de décision, mais alors si il manquait un mot, il nous enlevait des points. Bref, donc là, on est vraiment ici pour vulgariser tout ça. Donc moi, je ferai plusieurs étapes, je ferai toute la procédure, mais j'irai à l'essentiel. Et moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne tombiez plus dans aucun piège, okay, que vous fassiez attention à ce qu'on appelle les cas particuliers dans les tests d'hypothèse. Ok? J'ai tout dit, on y va, regardez l'exercice, et puis c'est parti. Alors, on vous dit qu'on dispose d'un échantillon de 10 individus. Bon, déjà, on a un échantillon qui est très petit. Alors ça, il faut tout de suite le noter. L'échantillon, là, mais là, je pense qu'on est tous d'accord, n égale 10. Issu d'une population normale. Retenez-le, ça, voilà, c'est bon, c'est acquis. Dont l'écart type, on connaît l'écart type de la population, ce qui est extrêmement rare. Et dans la réalité, on ne le connaît jamais. Mais bon, là, on est dans la pratique. Bon, voilà. Dont l'écart type est égal à 1,5. Donc l'écart type de la population, sigma, égale à 1,5. Et dont la moyenne est inconnue. Mais c'est normal puisqu'on va devoir faire un test sur la moyenne. Les données d'échantillonnage sont les suivantes. Donc vous avez 10 valeurs, ok, 10 xi, 4, 6, 5, 12, 8, 2, 6, 7, 9, 2. Tout simplement. Première question, on n'est pas encore dans le test, mais c'est un début. Procéder à l'estimation ponctuelle de la moyenne de la population. Alors, il faut savoir que l'estimateur, ce qu'on appelle l'estimateur de la moyenne de la population, que je note mu, ouais, je pense qu'on est quasiment tous, certains la notent m, c'est pas très grave. L'estimateur donc de la moyenne de la population, c'est tout simplement la moyenne de l'échantillon que je noterai x bar. Prenez des notes, mettez sur pause, c'est ça l'avantage avec les vidéos. Donc mu, c'est la moyenne de la population, x bar, c'est la moyenne de l'échantillon. On va attendre que la mobilette passe. Voilà. Et donc, quand ils disent procéder à l'estimation ponctuelle, on va calculer x bar. Bah, écoutez, c'est pas compliqué, on vous donne les valeurs de xi, donc vous les additionnez et vous divisez par 10, puisqu'il y a 10 valeurs. Donc vous faites 4 plus 6, tac, jusque 9 plus 2. Hop. Et vous trouvez 6,1. Voilà. Ok. Donc ça, je vais effacer. Parce que, voilà, mais je vais renoter ici. Vous voyez, regardez. Je vais écrire comme ça. Ok. Bon, voilà, comme ça, je gagne de la place pour le test. Qui est déjà la prochaine question. Alors ça, vous savez, donc normalement, vous connaissez votre cours. Vous savez qu'il y a plusieurs types de tests. Il y a des tests unilatéraux, unilatéral à droite, unilatéral à gauche, et il y a ce qu'on appelle les tests bilatéraux, différents. Parfois, dans les exercices, mais vous allez voir, cette playlist, on va y aller doucement, mais elle va contenir à peu près peut-être une quarantaine de vidéos. Donc, de toute façon, on verra tous les cas possibles.
Alors, on vous demande de construire un test unilatéral. Ok, donc c'est soit supérieur, inférieur, on verra. Permettant de conclure si oui ou non l'estimation réalisée remet en cause l'hypothèse selon laquelle la moyenne de la population serait égale à 7. On vous donne le seuil de signification, c'est fondamental. On doit toujours vous donner le seuil de signification, sinon, si on ne vous le donne pas, vous prenez toujours 5%. Puis tracer la courbe d'efficacité qui est associée, ça par contre je ne le ferai pas. La courbe d'efficacité, je le ferai dans d'autres vidéos, parce que sinon la vidéo elle va durer une éternité, donc c'est pas mon but. C'est la première, donc on va rester sage. Bon, alors c'est parti. Bon, si je note petit a, petit b, ça veut simplement dire que ça correspond aux différentes étapes. La première chose, c'est de d'écrire le test que l'on doit résoudre. Vous savez qu'un test, ça se construit avec deux hypothèses, H0, H1. H0 est appelée l'hypothèse privilégiée ou l'hypothèse nulle. Quand on dit l'hypothèse privilégiée, ça a un sens. Ça veut dire que c'est celle dont on voudrait qu'elle soit vraie. C'est-à-dire que c'est celle dont, à la fin, lorsqu'on conclut le test, on aimerait dire c'est H0 qui est vrai. Et H1, c'est l'hypothèse alternative, c'est celle dont il nous faut des preuves pour dire qu'elle est vraie. Là, c'est simple, on vous dit que, attention, parce que la formulation des questions est très importante. Construire un test permettant de conclure si oui ou non l'estimation réalisée, donc l'estimation c'est le 6,1, remet en cause l'hypothèse selon laquelle la moyenne serait égale à 7. Lorsque vous avez comme ça la moyenne est égale à 7, ce sera toujours l'hypothèse privilégiée. Ok? Toujours. Donc ici, l'hypothèse H0, on écrira donc que la moyenne est égale à 7. Okay. Voilà, ça c'est la première hypothèse. Donc le test est basé sur le fait de savoir est-ce que la moyenne vaut 7 ou bien, et attention, on vous demande un test unilatéral. Alors comment on va le construire? Donc unilatéral, c'est soit inférieur, soit supérieur. La moyenne d'échantillonnage vaut 6,1. Donc la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mu est plus petit que 7? Puisque la moyenne d'échantillonnage est de 6,1. Tout simplement. Donc là, on fera un test unilatéral gauche. C'est la valeur d'échantillonnage qui nous indique le sens du test. Vous avez compris? C'est parti. Résolvons ce test d'hypothèse. Alors, pour résoudre un test d'hypothèse, nous avons besoin de la variable d'échantillonnage. Ici, la variable d'échantillonnage, donc on sait que c'est x bar. Cette variable d'échantillonnage suit une loi normale de paramètre mu sigma sur racine de n. Ok? C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser cette variable aléatoire, x bar, parce que x bar, ce n'est pas seulement une valeur, c'est aussi une variable aléatoire. Et elle suit donc son espérance, c'est la moyenne de la population, et son écart type, c'est sigma sur racine de n. Attention, vous devez toujours justifier pourquoi x bar suit une loi normale. Vous avez deux justifications possibles. Soit parce que n est supérieur à 30, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on ne peut pas se baser sur cette justification pour affirmer ça, parce que si vous l'affirmez, vous devez le justifier, hein, je répète. La deuxième justification, c'est que la population de départ est normale. Et ça, je vous avais dit de le garder dans le coin de votre tête. On vous dit dans l'énoncé au tout début que la population est normale. Donc la justification de ça, c'est la normalité de la population. Hein, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de normalité. Bien. Allez, c'est la troisième étape la plus importante. Et la plus longue, hein, bien sûr. C'est ça qui demande le plus de calcul. Nous allons poser ce qu'on appelle alpha, le risque d'erreur. Le risque de première espèce, l'erreur de première espèce. Ok? Bêta, c'est ce qu'on appelle le risque de seconde espèce. C'est cet alpha qui va nous permettre vraiment de calculer, vous allez voir, ce qu'on appelle la valeur significative. Alpha, c'est votre seuil de signification. Hein. En fait, c'est les 5% qu'on vous indique dans la question. Hein. Okay, donc notez hein, si vous ne savez pas tout ça. Hein. Vous voyez, je fais quand même un petit peu de cours. Bon, voilà. Alors, alpha, c'est quoi? Alpha, c'est tout simplement la probabilité de décider H1, c'est-à-dire que sous alpha, si on prend les 5% du seuil de signification, c'est la probabilité qu'on va décider H1, sachant que c'est H0 qui est vrai. Ça veut dire que sous alpha, c'est H0 qui est vrai, mais c'est la probabilité qu'on va décider quand même H1.
C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une erreur. Parce qu'en fait, c'est une erreur, puisqu'on décide H1 alors que c'est H0 qui est vrai. Alors, c'est quoi décider H1 ? Alors attention, ne me dites pas que c'est mu inférieur à 7. Hein. Ça, c'est la conclusion à la fin. Ok ? Ça, on ne sait pas encore que mu est inférieur à 7. Donc ne partez pas de ça. Non. Décider H1, c'est tout simplement la probabilité donc, que x bar, c'est-à-dire la valeur d'échantillonnage, okay, la statistique d'échantillonnage, soit inférieure. En fait, vous reprenez le sens du test. Okay, donc là, c'est un test unilatéral gauche. Donc, pour décider H1, il faudra que la moyenne de l'échantillon soit inférieure à ce qu'on appelle une valeur significative. Une valeur qui va éliminer ce qu'on appelle les erreurs d'échantillonnage. Et cette valeur, moi personnellement, je la note pi. Okay, pi. Bon. Sachant H0, donc mu égale, on va le mettre comme ça, mu 0 égale 7. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des petits malins qui vont me dire, bah, attendez monsieur, là, dans l'échantillon ça vaut 6,1, c'est inférieur à 7. Pourquoi on se casse la tête Pourquoi on ne peut pas dire que c'est H1 qui est vrai? Mais parce que vous ne pouvez absolument pas vous baser sur la valeur de l'échantillon pour conclure sur la population. Pourquoi? Parce que vous devez d'abord éliminer ce qu'on appelle les erreurs d'échantillonnage. Vous devez créer ce qu'on appelle une significativité. C'est-à-dire que vous ne pourrez affirmer que la moyenne est inférieure à 7 que significativement, une fois que vous aurez éliminé les erreurs d'échantillonnage. Eh bien, c'est la procédure du test d'hypothèse qui permet de le faire. Tout l'enjeu, pourquoi? En fait, x bar, on le connaît. Tout l'enjeu, c'est de calculer pi. Parce qu'on dira à la fin que si x bar est plus petit que pi, alors on décidera H1. Mais tout l'enjeu, c'est de calculer pi. En fait, on fait tout ça pour juste calculer une valeur. Ouais. Alors, calmez-vous, hein, il y a quand même pas mal de choses à dire, ça, il y a des choses à dire. Déjà, la première chose, c'est que je vous ai dit que sous alpha, c'est H0 qui est vrai. On l'a dit. Donc, si H0 est vrai, eh bien, je pourrais dire que x bar suit une loi normale de paramètres mu 0. C'est-à-dire que je pourrais prendre la moyenne de H0, puisque H0 est vrai sous alpha. Et toujours sigma sur racine de n. Mettez pas sigma 0, hein, le sigma il est unique. On ne fait pas un test sur l'écart type hein, ici. Okay, donc sous alpha, H0 est vrai. En plus, on connaît l'écart type de la... Ce que vous allez voir dans la dernière question de l'exercice, on ne connaîtra pas l'écart type de la population, ce qui va tout changer. Bien. Vous savez que le problème avec une loi normale, c'est qu'on aura forcément besoin d'aller lire dans la table de la loi normale, la table de Gauss, qui est en description d'ailleurs, si vous ne l'avez pas sous les yeux. Le problème, c'est que pour lire dans la table de la loi normale, de lire dans la table de Gauss, il vous faut absolument une variable normale centrée réduite, c'est-à-dire de paramètre 0, 1. Donc là, l'enjeu, ça va être de transformer cette loi normale, de transformer tout ce qu'on vient de faire là, en utilisant une loi normale centrée réduite. Bien. Alors, je vais réécrire alpha. Donc, on a dit alpha, c'était... Alors, vous oubliez cette partie-là, là. Le H0, on s'en fout. On écrira juste x bar inférieur à pi. Et en fait, je vais centrer réduire. Donc, comment centrer on réduit? On retire l'espérance et on divise par l'écart type. Hein. Ça, vous devez le savoir. Hein. Puisque avant de faire les tests d'hypothèse, vous avez déjà étudié les variables aléatoires, les lois continues. Donc, vous savez normalement faire ça. Hein. Mais si vous le faites à x bar, vous devez le faire aussi à pi. Donc, vous devez faire pi moins mu 0 sur sigma sur racine de n. Okay. Et donc là, on a créé une variable normale centrée réduite. On va l'appeler u. Donc, on dira que grand u, moi personnellement, voilà. Donc, grand u, c'est quoi? C'est ma variable centrée réduite. Donc, c'est x bar moins mu 0 sur sigma sur racine de n, suit une loi normale de paramètre 0, 1. Et la deuxième statistique, on va le noter u alpha. C'est comme ça que je le note personnellement. Donc c'est pi moins mu 0 sur sigma sur racine de n. Bien sûr, c'est une statistique, donc elle ne suit pas de loi. Hein. Donc en fait, ça revient à écrire P de grand U inférieur à u alpha. Hein. Ouais. Et on sait que alpha vaut 5%.
Ah, donc en fait, on va aller lire U alpha dans la table de Gauss. Voilà. Et à part avec U alpha, on pourra calculer la valeur de pi. Bon, le problème, c'est que 0,05, bah, ça ne se lit pas, hein, c'est pas possible, donc on va devoir faire une petite transformation. Pourquoi? Parce que cette valeur-là, vous devez aller la chercher à l'intérieur de la table. Ouais, je vais quand même le dire parce que. Donc vous savez, sur la première colonne, donc vous avez les décimales, vous avez, pardon, vous avez les dixièmes, et sur la première ligne, vous avez les centièmes. Attention, la valeur qu'on connaît, la 0,05, en fait, vous devez aller la lire à l'intérieur ici, c'est la probabilité. Mais le problème, c'est que les tables de Gauss commencent à 0,5. Ou parfois certains utilisent, mais alors, je ne sais pas qui utilise ça encore. Elles commencent à 0 et elles finissent à 0,5. Enfin, bref. Mais en tout cas, vous ne trouverez jamais 0,05 dans une table de Gauss. C'est pas grave, parce que j'ai déjà fait des vidéos, je vous renvoie à la playlist qui s'appelle Loi de probabilité continue. J'ai fait 3 vidéos sur la loi normale où j'explique en détail tous les pièges, etc. qu'il ne faut pas faire, comment on lit dans une table de Gauss. Et j'ai fait, allez voir. La vidéo dure assez longtemps pour que vous maîtrisiez ça parfaitement. Donc j'ai le droit de dire que j'ai le droit de faire 1 moins 0,05 et je vais changer le U alpha en moins U alpha. Vous devez conserver le inférieur. La table de Gauss ne lit que les inférieurs. Je ne me répète pas. Hein. Pour moi, là, toute cette playlist test d'hypothèse, je la commence parce que vous maîtrisez déjà les vidéos précédentes sur comment on lit dans une table de la loi normale. J'ai fait une vidéo sur comment on lit dans la table de Student et j'ai fait une vidéo sur comment on lit dans la table de Ki2. Voilà. Donc je fais quand même quelques petites étapes, quelques petits efforts, mais pour moi c'est acquis. Hein. Donc ça fait 0,95 égale P de U inférieur à moins U alpha. Allez chercher 0,95 à l'intérieur. Et vous pourrez dire que moins U alpha, c'est 2, à chaque fois non, pardon, 1,645. Et donc ça veut dire que U alpha vaut moins 1,645. Voilà. Et donc comme je connais U alpha, eh ben, je vais pouvoir tout simplement résoudre une équation pour trouver la valeur de pi, ma valeur significative. Donc on a moins 1,645 égale pi moins mu 0. Bah, mu 0 il vaut 7, c'est l'hypothèse H0. Sur sigma 1,5 sur racine de 10. Je pense que je vous fais confiance, c'est une équation du premier degré. Et vous trouvez un pi qui vaut 6,22. Alors, la règle de décision, donc ça c'est la quatrième, hein, j'ai mis un petit C, donc petit d. Donc ce qu'on appelle la règle de décision, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on décidera H1 lorsque x bar est inférieur à pi. Lorsque x bar sera inférieur à pi. Eh bien, est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, parce que 6,1 c'est inférieur à 6,22. Conclusion du test. On décide H. Faites des phrases, vous, hein, mais vous m'avez compris. On décide H1. Donc oui, significativement, nous pouvons dire que la moyenne de la population sera inférieure à 7. Avec un risque d'erreur de 5%. Ce sont des probabilités. Ok? Bien. Bien. Donc voilà, vous voyez, premier test sur la moyenne. Le test unilatéral droit, on aurait procédé de la même manière. Hein. Ok? On aurait juste eu un supérieur au lieu d'un inférieur dans le alpha. Enfin, dans P2D2H1. Bon. On verra ça. Ok? Test bilatéral, c'est autre chose. Là, il faut faire attention. Alors, on nous dit, alors que l'on pensait connaître avec exactitude les quartiers de la population, c'est-à-dire 1,5, il semblerait qu'un doute existe quant à sa véritable valeur.
Donc j'efface. Parce qu'on ne sait pas en fait s'il vaut vraiment 1,5. Procéder à une estimation ponctuelle de l'écart type de la population. Je vous rappelle que l'estimateur de l'écart type de la population sigma, on le note petit s. Et ce n'est pas l'écart type de l'échantillon, c'est faux. Petit s est une correction. J'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. Je sais que je me répète beaucoup, mais je tiens à vous le dire. J'ai aussi fait des vidéos là-dessus. Allez voir dans la playlist. C'est quoi ça? C'est la playlist probabilité. Ouais, probabilité, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, probabilité. Et statistiques. Ouais, probabilité. Enfin, vous allez trouver. Ne vous inquiétez pas. Donc l'estimateur de l'écart type de la population, c'est petit s. Mais petit s, ce n'est pas l'écart type de l'échantillon. Petit s, c'est une transformation, je vous l'ai dit, c'est la racine carrée de n sur n-1 multiplié par l'écart type de la population, de l'échantillon. Autant pour moi. Voilà, c'est ça petit s. Et en fait, le correcteur, c'est cette racine carrée. Donc ça, c'est l'écart type de l'échantillon, notez-le. Et donc, on va devoir calculer petit s. Et donc, avant de calculer petit s, on a besoin de l'écart type de l'échantillon. Alors, comment on calcule? Alors, avant de calculer l'écart type, on va calculer la variance, sigma prime carré. Je vous rappelle que c'est la somme des xi moins x bar au carré sur n. Ok? Autrement dit, je ne vais pas le faire en entier, je vais juste vous montrer. Prenez la première valeur 4. Vous faites 4 moins la moyenne au carré, plus la deuxième 6 moins la moyenne au carré. Vous faites ça jusqu'à la dernière, c'est 2 moins 6,1 au carré. Et vous divisez par 10. Okay. Et vous allez obtenir un sigma prime carré de 2,948. Non, pardon, ça c'est sigma. Autant pour moi, c'est. Pardon. Ça c'est sigma prime. Sigma prime carré vaut 8,69. Et donc sigma prime, c'est la racine carrée de 8,69. Et ça vaut bien 2,948. Voilà. Et donc petit s, donc le fameux estimateur de l'écart type de la population, c'est celui-ci qu'on va utiliser, hein, vous allez voir. C'est donc la racine carrée de 10 sur 9 multiplié par 2,948. Et vous allez trouver 3,107. Et je vais tout de suite le noter pour la suite de l'exercice ici. Voilà. Ça va? Bien. Hop. Alors, cette estimation permet-elle d'admettre que l'écart type de la population serait en fait différent de 1,5? Seuil de signification de 5%, nous devons faire un test d'hypothèse. Et là, on s'intéresse à l'écart type. Donc, on va poser le test. Et là, vous allez me dire, bon, on va faire un test sur l'écart type. Faux. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'échantillon est plus petit que 30. On considère donc que c'est un petit échantillon. Et lorsque vous avez un petit échantillon, vous êtes obligé de faire un test sur la variance. Donc, au lieu de se demander si sigma est égal à 1,5 ou s'il est différent de 1,5, on va se demander si sigma carré est égal à 1,5 au carré ou si sigma carré est différent de 1,5 au carré. Parce que je vous rappelle que la variance, c'est l'écart type au carré. Hein. Bon. Donc, vous êtes obligé de faire un test sur la variance. C'est triste, hein, parce que si on avait pu faire un test sur l'écart type, l'estimateur de l'écart type suivait une loi normale. Et là, ça ne sera pas le cas. On va devoir utiliser du Ki2.
Alors, B, vous savez que B, c'est la loi de l'estimateur. Il faut justifier la loi de l'estimateur. Sauf que l'estimateur de l'écart type, c'est quoi? C'est petit s. Donc l'estimateur de la variance, c'est s carré. Bien. Problème, s carré ne suit pas de loi de probabilité. Dites-le toujours, ça, très important. Donc puisqu'on fait un test sur les variances, on va utiliser l'estimateur de la variance. Okay, ne pensez plus à l'écart type maintenant, pensez qu'aux variances. Donc S carré, qui est l'estimateur sans biais, comme on qualifie de la variance, le problème c'est qu'il ne suit pas de loi de probabilité. Et donc on va devoir recourir à un autre estimateur, que je note S' carré, qui n'est rien d'autre que n-1 fois S carré sur sigma carré. Sigma étant l'écart type, sigma carré étant la variance de la population. Pourquoi? Parce que S' carré suivra une loi du qui 2 à V degrés de liberté. V, c'est tout simplement n-1, ce sera égal à 9. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Pour le justifier, encore une fois, c'est l'hypothèse de normalité de la population. Mais bon, de toute façon, si on vous donne un exercice et que vous devez faire un test sur la variance, comment dire, vous n'avez pas besoin de justifier parce que c'est logique. Parce que si on n'a pas d'hypothèse de normalité, on s'arrête là. On ne peut pas dire ça. Mais si on vous demande de faire le test, c'est que vous devez le faire. Vous comprenez? Bon, voilà. Mais normalement, on doit quand même vous indiquer l'hypothèse de normalité de la population. Alors, troisième étape, c'est le alpha. Donc on sait que alpha, c'est la probabilité de décider H1, sachant que H0 est vrai. Alors là, on a un test bilatéral. Donc attention, on aura deux valeurs significatives. On aura deux valeurs de pi. Pi1 et pi2. Donc on dira qu'on décidera H1 lorsque l'estimateur, donc S carré, parce que S' carré, c'est juste une transformation pour avoir une loi. Mais l'estimateur, ça reste toujours S carré tout au long de l'exercice. Hein. On soit bien d'accord. Donc ce sera la probabilité que S carré, l'estimateur, est inférieur à pi1 ou supérieur à un autre pi, qui est pi2, sachant que sigma carré est égal à 1,5 au carré. Sauf qu'on vient de dire que S carré ne suit pas de loi de probabilité, donc je dois transformer S carré en ça. Ben, c'est pas très compliqué, il suffit d'apporter les changements ici. Donc on dira que... Alors attendez, on va pas aller trop vite quand même. Autant pour moi. Je vais quand même faire l'étape, donc n'oubliez pas de dire que sous alpha, H0 est vrai. Voilà. C'est quand même important. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, si H0 est vrai, ça veut dire que le sigma carré qui se trouve ici, ce sera le sigma de H0. C'est-à-dire qu'on pourra prendre 1,5 au carré. Voilà. C'est tout. Et donc là, vous pouvez dire donc égal, je vais le mettre en rouge d'ailleurs. Donc probabilité, donc vous apportez les modifications. Donc vous allez faire n1-1 s carré sur... Et du coup, vous allez pouvoir prendre sigma 0, c'est-à-dire vous allez pouvoir prendre après 1,5 au carré. Mais les changements que vous avez apportés à S carré, vous devez les apporter à pi1 et à pi2. Donc vous allez faire inférieur à n-1 pi1 sur sigma 0 carré, ou supérieur à n-1 pi2 sur sigma 0 carré. Voilà. Prenez votre temps, mettez sur pause, recopiez correctement, ok? Regardez bien pourquoi on prend sigma 0 carré, parce qu'on a dit que c'était H0 qui était vrai sous alpha, etc. etc. ok? Regardez bien qu'on a, on a apporté les mêmes modifications, hein, donc c'est la même chose pour le moment, tout est ok. Alors, ça, on va le réécrire différemment. Donc on va dire que alpha égale probabilité, donc ça, attention, ici, là, on va le noter, puisque ça c'est S' carré. Mais S' carré suit une loi du qui 2, donc on va le noter qui 2V, donc inférieur à quoi?
Celui-ci, on va le noter, ce sera aussi un qui 2. Ce sera qui 2, 1 moins alpha sur 2. Ok, donc le premier, là, le premier ici, après j'ai posé les équations, ne vous inquiétez pas. Donc ce sera 1 moins alpha sur 2, ou donc supérieur à qui 2, alpha sur 2. Et donc là, j'efface, là, je vais poser les équations, hop, j'aurai la place. Donc, qui 2, 1 moins alpha sur 2, je vous rappelle que le but c'est de calculer les pi. Donc lui, il est égal à ça, il est égal au premier. Donc c'est n-1 pi 1 sur sigma 0 carré. Et le deuxième, qui 2, donc qui 2 alpha sur 2, lui, il est égal à n-1 pi 2 sur sigma 0 carré. Voilà. Et là, bah, je vous invite à prendre la table du qui 2. C'est pas très compliqué, vous allez voir. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc comment on va trouver, donc 1 moins alpha sur 2, alpha vaut combien? 5%. Attention, hein, c'est que le alpha qui est divisé par 2. Donc 5% divisé par 2, ça fait 2,5%. Et 1 moins 2,5%, ça fait 97,5%. Donc autrement dit, vous allez chercher 0,975. Je vous rappelle que pour trouver un qui 2 dans la table, vous avez besoin donc de la valeur qui est ici, hein, alpha, et du degré de liberté. Je vous ai déjà dit que le degré de liberté valait 9. Donc vous allez dans la première colonne chercher 9, et sur la première ligne, vous allez me chercher 0,975, s'il vous plaît. Allez-y, hein, faites-le en direct. Prenez la table, elle est là en description, ou normalement vous devez l'avoir sous format papier aussi. Croisez les deux informations, et vous trouverez la première valeur. Vous devez trouver 2,7. Et la deuxième, bah, vous prenez juste alpha sur 2. Donc c'est-à-dire que vous allez chercher 0,025. Donc sur la première ligne, vous allez chercher 0,025. Et vous croisez les deux informations, enfin les deux données, et vous tombez sur 19,02. Bien. Et bien c'est parti, on peut trouver pi 1 et pi 2, il suffit de poser deux équations. Donc la première, donc on va écrire 2,7 égale n-1, ça fait 9 pi 1, sigma 0 carré, 1,5 au carré. Et l'autre, on aura 19,02 égale 9 pi 2 sur 1,5 au carré. Vous résolvez ça et vous trouvez pi 1 qui vaut 0,675 et pi 2 qui vaut 4,755. Quelle sera ma règle de décision? Eh bien, ma règle de décision, la RDD, hein, il faut l'écrire maintenant, à partir de maintenant, c'est qu'on décidera H1 si S carré est inférieur à pi 1, donc 0,675, ou supérieur à pi 2, c'est-à-dire 4,755. S vaut 3,107. Donc, S carré, vous mettez au carré, ça fait 9,65. Et alors, du coup, on conclut quoi? Bah, je pense que S carré n'est pas inférieur à pi 1, ça c'est sûr. Par contre, il est bien supérieur à pi 2. Hein. Ok, donc S carré est supérieur à pi 2. Et donc, nous décidons H1. C'est-à-dire, nous décidons que la variance de la population est bien différente. Attention, on ne sait pas si elle est supérieure, en tout cas, on sait qu'elle est différente de 1,5 au carré. Ah si, on sait qu'elle est oui. Autant pour moi, oui. On peut dire qu'elle est supérieure à 1,5 au carré. C'est pas sûr, mais bon, là, vu la valeur de S carré, il faudrait faire un test unilatéral droit pour le confirmer, mais... Voilà. Ça va? Ah, ça va. J'espère.
Alors du coup, le problème c'est quoi? Bah, c'est que dans la première question, vous vous souvenez, on avait fait un test sur la moyenne. Vous vous souvenez? Mais on connaissait la valeur de sigma. On avait dit que c'était égal à 1,5. Mais là, on vient de faire un test qui nous dit que, du coup, c'est la même chose, de dire que sigma est différent de 1,5. On vient de faire un test qui nous dit que sigma est différent de 1,5. Donc ça va tout changer pour le test de ma première question. En fait, on va refaire le test de la première question, mais en ne connaissant pas sigma, parce qu'il est différent de 1,5. On ne connaît pas sa valeur. Je garde le petit test, on en aura besoin. Donc lisez la dernière question, je vais la lire, ne vous inquiétez pas, le temps d'effacer le tableau. La dernière question, c'est si tel est le cas, quelle modification l'ignorance de l'écart type de la population, le fait qu'on ne connaît plus sigma, entraîne-t-elle sur la résolution du test effectué en B, le test sur la moyenne? Eh bien, refaisons le test sur la moyenne, mais sans connaître l'écart type de la population, vous allez voir que ça va tout changer. Enfin, ça va tout changer, non, pas tout le test, mais voilà. Allez, c'est parti. Donc, je réécris. Donc, on avait H0. Donc, on avait mu égale 7. Et on avait mu inférieur à 7. Petit b, donc x bar suit une loi normale de paramètre mu sigma sur racine de n. Aïe. Attendez, je ne vais pas le dire maintenant, mais je pense que vous avez compris. Petit c, on pose le alpha. Donc, alpha, c'est la probabilité. Donc, on avait dit que x bar était inférieur à pi. Je ne mets pas le sachant que mu, voilà. Vous reprenez le même test, hein, là je fais la version courte, je vous montre ce qui est différent. Le problème, c'est que sigma, du coup, là vous devez le dire, n'est pas connu. Vous allez dire, pourquoi c'est important? Parce que, reprenez le test de la question B, et on avait besoin de la valeur de sigma pour trouver pi. Dans l'équation de pi, il y avait sigma. Mais je ne le connais pas. Donc sigma n'est pas connu, on dit donc que la distribution, la dist, n'est pas spécifiée. Là, je vous donne vraiment les choses vraiment clés, hein, les choses essentielles que vous devez connaître, hein, les termes, etc. La distribution n'est pas spécifiée. C'est grave, docteur? Oui, c'est grave. Parce qu'en plus, on a un petit échantillon. Donc la distribution n'est pas spécifiée, sigma n'est pas connu, et n est plus petit que 30. Là, ne notez pas tout ça sur votre copie. Là, je vous donne l'explication. Hein. C'est un peu brouillon, hein, là, ce que je suis en train de faire. Ok? Vous, sur votre copie, vous faites comme votre prof vous l'a enseigné. Okay? Parce que ma procédure n'est pas forcément celle de votre prof. Moi, vous savez, le but de mes vidéos, c'est que c'est un peu brouillon, mais le but, c'est de tout expliquer. Voilà. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'au lieu d'utiliser une loi normale, vous allez voir, on devra utiliser une loi de Student. Et donc, quand on dit, donc, on répète, hein, sous alpha H0 est vrai, donc x bar suit, alors, pour le moment, elle suit toujours une loi normale, hein. Ça, c'est pas problème. C'est quand on va centrer et réduire. Donc alors, regardez bien. Hein. Dans la question B, là, on avait écrit mu 0, sigma sur racine de n. Bah oui, mais sigma n'est plus connu. On vient de le dire. Donc, au lieu d'utiliser sigma, on va devoir utiliser son estimateur, c'est-à-dire petit s sur racine de n. Ah, voilà, ça change déjà quelques petites choses. Vous voyez? Et donc, on va devoir créer donc une variable centrée réduite qu'on va noter t, qui sera x bar moins mu 0 sur petit s sur racine de n, mais elle suivra une loi de Student à 9 degrés de liberté n-1. Donc oui, c'est la même chose, hein. On centre et on réduit, comme avec la loi normale, mais c'est Student. Je vous ai déjà dit, hein, que Student, c'est la loi normale des petits échantillons. Donc du coup, on va devoir écrire alpha égale P2, au lieu de mu, on va devoir écrire T, inférieur à T alpha, on va noter comme ça. Et T alpha, c'est quoi son équation? Ce sera la même chose, mais avec pi, hein, donc pi moins mu 0 sur S sur racine de n. Et une fois qu'on aura trouvé T alpha, on va pouvoir trouver la valeur de pi. Et vous allez voir la conséquence à la fin. Alors alpha vaut toujours 0,05. Et là, vous devez savoir lire dans une table de Student. Pour ceux qui sont complètement paumés, vous allez voir ma vidéo qui s'intitule Apprendre à lire dans une table de Student.
J'explique ça très bien. D'ailleurs, je fais même le lien avec les tests d'hypothèse parce que je vous dis que dans cette vidéo, je m'en fais cette vidéo avant de commencer les tests d'hypothèse. En fait, vous avez un tableau, c'est comme le Qui 2. Hein. Vous avez alpha sur la première ligne et vous avez le degré de liberté. Donc le degré de liberté, vous allez me chercher 9 sur la colonne. Mais attention, sur la ligne, vous me faites le plaisir d'aller chercher 2 alpha. C'est-à-dire au lieu de chercher 0,05, vous allez chercher 0,1. C'est comme ça, je l'explique. Voilà. Pour les tests unilatéraux, on multiplie alpha par 2, toujours. De toute façon, comme on verra tous les types de tests, vous serez habitué. Vous croisez deux informations et vous devez trouver T alpha. Mais attention, comme c'est un test unilatéral gauche, vous allez me faire le plaisir de mettre un moins devant. Le T alpha est forcément négatif. Et donc vous devez trouver 1,833. Et vous mettez un moins, donc ça fait moins 1,833. Je pose mon équation, donc du coup, moins 1,833 égale pi, moins mu 0, 7, sur petit s, 3,107 sur racine de n, racine de 10. Et vous devrez résolver cette équation du premier degré et vous allez trouver donc une nouvelle valeur de pi, qui est différente de du premier test qu'on avait fait, bien sûr, 5,2. Mais du coup, c'est quoi ma RDD? On décide H1 si x bar est inférieur à pi. Ouais. Aïe, x bar est supérieur à pi. Conclusion, on décide H0. Bah oui, parce que si vous décidez pas H1, vous décidez H0. Hein. Le premier test, on avait décidé H1. Le fait de ne plus connaître l'écart type de la population, on décide H0. Ouais, comme quoi on reste bien dans le domaine des probabilités, toujours avec des incertitudes, et puis il suffit qu'on ne connaît pas un truc, et ben on change complètement de décision. C'est voilà, c'est toujours le... c'est les difficultés auxquelles sont confrontés les statisticiens tous les jours, qui font des tests d'hypothèse. Est-ce qu'on connaît telle valeur, voilà. Et puis là, on prend des risques de 5%. Vous verrez qu'on fera parfois des tests d'hypothèse où on prendra un risque de 1%. Donc c'est mieux de prendre un risque de 1%. Mais ça ne donne pas forcément la bonne décision de prendre 1%. Parce que je vous ai dit, nous, on veut toujours décider H0. C'est l'hypothèse privilégiée. Et vous allez voir que parfois, lorsque vous allez faire un test à 5%, vous allez décider H1. Non, vous allez par exemple décider... attendez, c'est quoi l'exemple le mieux que je peux prendre? Oui, vous allez décider H0, mais lorsque vous allez passer à 1%, vous allez décider H1. Vous avez réduit votre risque, mais vous avez changé de décision. Le mieux, c'est qu'à 1%, on décide H0. Ça, c'est formidable. Là, on peut être quasiment sûr de la validité de nos résultats. Bon bref, là c'était pendant que vous recopiez que je blablatais un petit peu. Voilà, donc c'est tout pour la première. Voilà, j'espère que ça sera toujours comme ça. Hein. Voilà, la forme des vidéos sera toujours la même. Ce sera toujours les mêmes étapes. J'écrirai toujours comme ça, etc. Voilà, comme ça, si ça vous plaît, vous me suivez dans cette playlist. Petit à petit, ne croyez pas qu'il va y avoir 20 vidéos dans la semaine qui suit. Hein. La première, hein. Bon. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage. Ce qu'il en faut quand on étudie les tests d'hypothèse, et je vous dis à très bientôt.